Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bienvenue au Parc national du Mont-Mégantic. Je m'appelle Guillaume. C'est un très grand plaisir d'être avec vous ce soir. J'aurai le plaisir d'être un de vos animateurs parce qu'il y a une grande équipe ce soir pour vous accueillir, pour vous mettre des étoiles dans les yeux. On aura l'occasion de se voir un petit peu plus tard à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Ce soir, c'est la dernière soirée de la deuxième fin de semaine de 3 du Festival d'astronomie populaire du Mont-Mégantic. Alors, c'est toute une édition parce que c'est cette année le 40e anniversaire de l'Observatoire du Mont-Mégantic. 40 ans de science, on aura l'occasion de vous en parler en plus ample détail ce soir. Mais le festival, lui, sa 35e édition, c'est une occasion, comme à toutes les autres éditions, de réunir le public, les scientifiques et les étoiles, idéalement. On l'espère beaucoup. Et dans cette tradition, on reçoit à chaque soir un conférencier invité. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Christian Carlès. Christian Carlès, il est candidat au doctorat en astrophysique à l'Université Laval. Son sujet de prédilection, c'est les galaxies. Alors, il étudie comment les galaxies évoluent au moyen de simulations numériques. C'est un travail assez extraordinaire. Et ce soir, Christian va nous parler de la matière sombre. Alors, sans plus tarder, je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Super, donc. Super, merci. Donc, oui, en effet, mon nom est Christian Carlès et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation que j'ai intitulée Matière sombre. Est-ce que vous m'en... Oui, c'est bon. Okay. Matière sombre, le côté obscur des galaxies. Donc, on va essayer d'étudier évidemment la matière sombre, mais la matière sombre à travers leur galaxie et à travers comment cette matière sombre met en mouvement les galaxies. Donc, la présentation, matière sombre, le sujet principal, mais avant d'en parler de la matière sombre directement, on va se plonger un petit peu sur les galaxies. Qu'est-ce que c'est les galaxies? Se mettre à l'aise avec le sujet avant de comprendre c'est quoi cette drôle de matière sombre, cette matière mystérieuse dont on va jaser. Donc, la première chose qu'on va savoir sur les galaxies, c'est que c'est énorme. Les galaxies, c'est des ensembles d'étoiles, de gaz et de poussières qui sont unis ensemble par la gravité. Quand on parle de beaucoup d'étoiles, là, on ne parle pas juste d'un petit peu d'étoiles. On parle de, ici, comme je vous dis, plus de 100 milliards d'étoiles dans ce cas-ci. Donc, c'est des étoiles, et ça, c'est un type de galaxie. Vous pouvez voir là, une galaxie spirale. Ces galaxies sont unies ensemble par la gravité, c'est ça qui la tient ensemble. Pendant qu'elle tourne sur elle-même, elle évolue. C'est un peu comme, j'aime bien donner l'exemple d'une ville pour les habitants, pour vous et moi. Donc, c'est la ville des étoiles, c'est là qu'elles vivent, c'est là qu'elles évoluent. Parfois, elles déménagent, elles changent d'endroit. Elles vont évoluer aussi à travers leur vie. Elles vont naître, elles vont mourir, elles vont passer quelque chose à la génération future. Tout ça à l'intérieur d'une seule galaxie. Les galaxies, il n'y en a pas juste une. Il y en a vraiment beaucoup. Et elles sont très grosses. Donc, les galaxies sont mesurées généralement à la distance. On utilise des années-lumière comme unité de mesure. Dans le cas ici de la galaxie, vous voyez, qui s'appelle NGC 6744. Vous allez voir, les noms des galaxies, c'est souvent un peu plat. Il y a quelques galaxies qui ont des beaux noms, mais souvent, c'est juste NGC 6722, 4742, des choses comme ça. Un petit peu ennuyeux, donc on aime bien, là, plutôt, tout simplement, les regarder. On utilise des années-lumière. Donc, dans ce cas-ci, une galaxie peut faire jusqu'à 175 000 années-lumière de diamètre. Qu'est-ce que c'est une année-lumière exactement? C'est la distance que prend la lumière, en fait, que la lumière peut parcourir en une année. Donc, imaginez là, que j'avais mon pointeur laser, je l'allume et je le lance dans une direction. Bien, nous, on a l'impression que c'est instantané. Donc, quand on l'allume, ça se rend tout de suite de l'autre côté de la pièce. Mais en fait, ça prend un certain temps. Elle a une vitesse, la lumière, et cette lumière-là, elle parcourt une certaine distance. Donc, si on essaie d'aller cette lumière-là pendant toute une année de temps, elle se dirige, au bout d'une année, la distance qu'on aurait parcourue, c'est ça, une année-lumière. C'est des centaines de milliers de kilomètres. Et pourtant, ici, on parle de 175 000 années-lumière pour une galaxie. Donc, si notre objectif, c'était de traverser notre galaxie, vous imaginez que c'est impossible. C'est pas pour rien, en gros, que si vous regardez une de mes séries de science-fiction préférées, Star Trek. Star Trek, on pense que ça se passe dans plusieurs galaxies, mais non. Star Trek, si vous faites attention, là, il dit bien que ça se passe à l'intérieur d'une seule galaxie, en fait d'un cadran, un seul quart de la galaxie. C'est un des côtés pourquoi je l'aime, contrairement à Star Wars, où on se déplace d'une galaxie à l'autre assez rapidement. Donc, la galaxie avec laquelle on est le plus à l'aise, celle qu'on voit le plus souvent, c'est la Voie lactée. Pourquoi? Parce que c'est notre galaxie, on la voit de l'intérieur. Donc, nous vivons, nous tous terriens, à l'intérieur d'une galaxie.
Elle n'est pas très particulière, elle est quand même assez grande, mais elle n'a rien comme qui la démarque des autres, qui la rend étrange, à ce qu'on sache jusqu'à maintenant, à part une seule chose, il y a des êtres vivants à l'intérieur. Pour les autres galaxies, on ne sait pas encore, mais pour notre galaxie, il y a des êtres vivants à l'intérieur, ça on est pas mal sûr, et ils sont intelligents. Donc la Voie lactée qu'on peut voir la nuit, avec un peu de chance, il fait extrêmement beau, on va la voir cette nuit, mais on la voit vraiment de manière plus intéressante dans l'hémisphère sud. Donc si on va plus loin dans l'Amérique latine, en Afrique, des coins comme ça, c'est là qu'on la voit le mieux parce qu'on regarde le centre. Par contre, notre galaxie est difficile. Pourquoi elle est difficile? Parce qu'on est à l'intérieur. Donc quand on regarde de l'intérieur de notre propre galaxie, on a de la misère à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit, physiquement, qu'est-ce qui arrive. C'est un peu surprenant si je vous demandais, je vous mets à l'intérieur d'une forêt, donc en plein cœur de la forêt, quand c'est très dense, je vous demande combien il y a d'arbres dans la forêt. C'est impossible à savoir. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué, il y a des arbres partout, vous ne voyez rien. Alors qu'au contraire, quand on regarde les choses de loin, quand on regarde les galaxies, comme la galaxie du tourbillon, qui elle est située à peu près 20 millions d'années-lumière d'ici, elle, on peut la voir au complet. C'est un peu comme voir une forêt par un avion. Donc on peut savoir c'est quoi sa taille, si on sait combien d'étoiles, dans ce cas-ci, d'arbres par mètre carré, bien, on peut calculer combien il y a d'arbres et tout ça. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'information sur les autres galaxies qui sont très loin que sur notre propre galaxie qui est très proche. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me concentrer principalement sur les autres galaxies un peu partout dans l'univers. Chose très intéressante que vous voyez sur cette galaxie, il y a deux éléments sur lesquels je vais attirer votre attention. D'abord, les bras spiraux. Vous voyez ces espèces de bras, ces formes-là, on dirait vraiment que c'est comme continu, ça fait des tours, ça fait une spirale, ça vous rappelle peut-être quand vous videz un bucket d'eau, un truc comme ça. Donc ça, c'est une forme qui est vraiment commune dans les galaxies, ces bras spiraux-là, et ça tourne. Dans ce cas-ci, on les voit très bien, mais parfois on les voit pas aussi bien, voire pas du tout. La deuxième chose que je vais vous attirer l'attention, c'est sur la deuxième galaxie. En fait, la galaxie du tourbillon, elle a un compagnon. Ce que vous voyez dans le coin en haut à droite, cette petite galaxie-là, elle est en interaction, elle est en train de se faire manger par la galaxie principale. Peu à peu, ils interagissent ensemble. Donc, première chose que je veux vraiment voir aujourd'hui, les galaxies, c'est pas fixe. Les galaxies, c'est vivant. Les galaxies, ça évolue, et entre autres, ça bouge ensemble les unes avec les autres. Ça interagit. Dans ce cas, on a deux galaxies qui ont l'air d'être comme un peu séparées, mais avec le temps, elles vont changer, elles vont être dynamiques. Deuxième galaxie que je voulais vous présenter, la galaxie du Sombrero. Donc, Sombrero, c'est un bon nom. On reconnaît d'où ça vient, en tout cas. Ici, la galaxie, ce qui est intéressant, chose que je vais vous pointer vers vous, c'est l'inclinaison qu'elle a. Donc, la première galaxie qu'on a vue, la galaxie du tourbillon, vous la voyez de face, parce que les galaxies spirales, en tout cas celle dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a d'autres types de galaxies qui ce n'est pas le cas, mais celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est des galaxies qui ont l'air d'une assiette, ou d'un frisbee. Donc, elles tournent sur elles-mêmes, elles sont plates, mais étendues sur l'autre côté. Dans ce cas-ci, vous voyez l'assiette de face, si vous la présentez comme ça. Alors que dans la galaxie du Sombrero, vous la voyez de côté. Donc, vous voyez par la tranche, et ça, c'est important, parce que ça nous rend la vie très difficile à nous, les astronomes. On ne sait jamais, quand on regarde une galaxie, elle est-tu de face, elle est-tu un petit peu inclinée, elle est-tu comment? Parce qu'ils peuvent être dans toutes les orientations. Avec les planètes, on était vraiment chanceux. Toutes les planètes tournent à peu près dans le même plan. Donc, si vous vous rappelez de votre système solaire, tourne toutes dans la même direction. Dans le cas d'une galaxie, il y en a des par là, il y en a des par-ci, dans toutes les directions, il peut y avoir des galaxies. Troisième galaxie que je vous présente, en fait, c'est la sœur de notre galaxie. C'est la sœur de la Voie lactée, c'est la galaxie d'Andromède, aussi connue sous le nom de M31. C'est la galaxie la plus proche de nous, elle est à peu près 2,5 millions d'années-lumière. Donc, c'est celle qu'on connaît le mieux quand on en fait l'étude. Et là, vous voyez vraiment là, finalement les galaxies dans toute leur splendeur. Vous voyez à l'intérieur, c'est très jaune, il y a beaucoup de vieilles étoiles. Donc, rappelez-vous, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de milliards d'étoiles qui sont à l'intérieur de ces systèmes-là. Tout ça tourne, c'est vivant, c'est dynamique, et toutes ces galaxies-là vivent ensemble. Les galaxies bougent. Ici, j'ai une petite simulation pour vous qui montre un petit peu la rotation des galaxies. Comment tout ça, c'est vivant, comment tout ça, ça interagit. Et moi, la question que je me suis souvent posée quand j'étais plus jeune, et la question en fait que je continue à me poser de nos jours, dans le cadre de mes recherches, c'est mais pourquoi ça bouge? Tu sais, qui cause ce mouvement-là, finalement, c'est quoi la source, c'est quoi l'énergie des galaxies? Et en fait, pour ce genre de rotation-là, il y a une seule véritable source. La maîtresse de l'univers, c'est la gravité.
C'est la gravité qui fait tout bouger. Évidemment, il y a d'autres choses. Il y a les photons, il y a les réactions nucléaires, il y a les réactions électromagnétiques, il y a tout ça. Mais tout ça, c'est vraiment secondaire comparé à la gravité. C'est la gravité qui fait tourner les galaxies, c'est la gravité qui fait tourner le système solaire, c'est la gravité qui contrôle tout ça. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'abord et avant tout de gravité. Ça va être très important. Gravité, pour se remettre à l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est la force d'attraction qui existe entre tous les corps qui ont une masse. Donc, si les corps ont une certaine masse, un poids, ils vont s'attirer entre eux. Entre autres, tout ce qui nous retient sur Terre, c'est la gravité de notre planète qui est très lourde et qui nous fait retomber. Ce qui fait tourner la Terre, c'est la gravité du Soleil qui l'attire vers le centre et on tourne. Ce qui fait tourner notre système solaire autour de notre galaxie, c'est encore une fois la gravité. J'ai vu une petite question. Oui, je vous encourage à lever la main si vous avez comme une question. Là, je n'en prendrai pas toutes, mais je vais en prendre une. Si la gravité c'est une force qui est sphérique, si on veut qu'elle tire dans toutes les directions, pourquoi est-ce que les galaxies sont plates en forme d'assiette en mode? Très bonne question. Donc, ce n'est pas toutes les galaxies d'abord sur la forme d'assiette. Vous disiez, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Elles sont dans la forme d'assiette parce qu'au fond, la gravité est dans cette assiette-là, dans cette galaxie-là, est en combat contre la force centrifuge ou centripète. On ne rentre pas dans les détails de cette force, mais vous savez, quand vous tournez, vous êtes en voiture, des choses comme ça vous pousse vers l'extérieur. Bien, quand une galaxie tourne, ça pousse vers l'extérieur aussi. Et donc, il y a un équilibre qui se fait entre la gravité qui pousse vers l'intérieur et la rotation qui pousse vers l'extérieur. Mais la galaxie, elle tourne dans un seul sens. De haut vers le bas, la galaxie, elle ne tourne pas. Elle tourne juste comme ça. Donc, dans une direction, il y a la force centrifuge qui combat la gravité. C'est pour ça qu'on s'étend. Alors que dans l'autre direction, il y a juste la gravité. Il n'y a pas de force centrifuge. Donc, pouf, ça s'effondre. Ça part en boule. Puis rapidement, la boule, elle descend, puis elle devient une assiette. Donc, la raison pour laquelle nos galaxies sont en forme d'assiette. Donc, comme je vous disais, c'est la gravité qui met les objets en mouvement. Et la gravité, c'est vraiment le grand travail de notre ami Newton. Newton, aujourd'hui, je vais vous parler de trois scientifiques, là, puis je trouve ça important de souligner le rôle fondamental que certains scientifiques ont eu, leurs idées avant-gardistes et comment ça a tout changé. Newton est le premier, probablement le plus important de la gang, parce que Newton a eu cette idée géniale, d'abord de la gravité en général, donc il a prouvé que les corps s'attirent, mais plus que ça, il a permis de l'existence de l'astrophysique. Pourquoi? Parce que c'est le premier à se dire les forces et tout ce qui fait bouger les étoiles, les planètes, et bon, vous ne connaissez pas encore les galaxies, mais ça s'applique aussi, c'est les mêmes forces qui existent sur Terre, ici. Et donc, quand la pomme tombe sur la tête de Newton, elle tombe à cause de la gravité, et quand la Lune tourne autour de la Terre, c'est aussi à cause de la gravité. Cette idée-là était révolutionnaire. Personne n'avait jamais osé avant se dire, mais dans le fond, ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur Terre, c'est la même chose. Donc, Newton est arrivé avec cette idée-là. Et donc, non seulement il l'a dit, il l'a formulé, il a mis une formule, il a mis des chiffres dessus, et ça marchait. Et donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, c'est vraiment grâce à Newton. Et aujourd'hui, on va parler de gravité. Et quand on parle de gravité, parler de Newton, c'est équivalent. Et évidemment, après, il y a Einstein qui est venu, modifie un petit peu. Mais Newton, vous allez voir, finalement, ça n'a presque rien changé. Donc, les galaxies, ils tournent sur elles-mêmes, je vous avais dit, mais ils ne font pas juste tourner. En fait, ils dansent les unes avec les autres. J'aime bien cette expression-là. Vous avez ici une vidéo qui va vous présenter les galaxies qui sont en interaction, qu'on dit gravitationnelle. Ce qui veut dire, c'est deux galaxies, ils s'attirent ensemble. Mais ce n'est pas des roches. Ce qui veut dire qu'ils vont venir s'attirer, et ils vont passer les unes à travers les autres, et ils vont s'entre-déchirer à mesure qu'ils fusionnent. Donc, ce que vous voyez, c'est une simulation numérique, donc par ordinateur, d'abord, et ensuite on compare avec des réelles images qu'on peut avoir finalement des galaxies. Donc vous voyez que finalement les galaxies bougent et tout ce qu'on peut voir, nous, en regardant avec nos télescopes, c'est des images instantanées, donc à un seul moment, mais tout ça, ça bouge, tout ça, c'est vivant. C'est vivant sur des échelles de temps très longues. On parle de millions, milliards d'années, mais tout ça bouge quand même. Et ici, vous avez là, les images. Encore une fois, vous voyez cette question-là dont je vous avais parlé, de l'orientation. Vous avez vu, on a dû tourner les galaxies dans certains sens pour comprendre ce qui se passait. Pourquoi? Parce que de la Terre, toutes les galaxies ne sont pas alignées dans la même direction. Parfois, c'est par ici, parfois, c'est par là. Donc, ce jeu,
finalement d'alignement est difficile à faire, mais ça nous permet de vraiment mieux comprendre si vous avez une galaxie des antennes qui est un classique. Ça veut dire que, encore une fois, je me répète, mais c'est important, c'est au cœur de l'astronomie, c'est la gravité qui mène. Donc, merci à la NASA pour cette très belle simulation. Donc, on a fait le tour des galaxies. C'est un tour rapide, on a compris l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que c'est des très grands objets, avec plein d'étoiles, qui sont liés ensemble, et ce qui les fait bouger, c'est la gravité. C'est là qu'on arrive un petit peu à l'idée de matière sombre, avec une scientifique superbe. Donc, la deuxième dont je vais vous parler aujourd'hui, Vera Rubin, morte décédée il y a 2 ans, mais c'est vraiment une femme superbe. Je pense que c'est une personne qu'on peut dire qui s'est fait voler son prix Nobel dans le sens qu'elle n'a pas eu, mais elle méritait. C'est probablement elle, parce qu'elle a eu un impact majeur. Vera Rubin, ce qu'elle a fait, c'est d'abord, et en plus, non seulement elle a eu un impact majeur, mais elle l'a eu dans une époque des années 60-70, où le rôle des femmes en astronomie était très faible, presque inexistant. Et donc, elle a dû se battre contre un système qui ne l'acceptait pas. Et malgré tout, elle a réussi, là, avec le temps, ses idées ont réussi à s'imposer, un petit peu avec la difficulté, mais ça rend son travail juste encore plus incroyable. Donc, Vera Rubin, qu'est-ce qui l'intéressait pour elle? C'était justement le mouvement des galaxies. Elle avait compris, tout comme Newton et beaucoup d'autres scientifiques avant, qu'on peut faire le lien entre le mouvement, dans son cas, entre la rotation des galaxies et la quantité de masse, la quantité d'étoiles et de matière qui est à l'intérieur d'une galaxie. Vous voulez étudier ce lien-là entre les deux choses. Donc, elle est allée mesurer la rotation des galaxies. Et finalement, les galaxies tournent sur elles-mêmes. Donc, comme vous voyez ici, ça prend à peu près 1 milliard d'années pour une galaxie à faire le tour sur elle-même. Ça varie, mais c'est à peu près. Donc, elle voulait étudier comment ce temps-là, comment cette vitesse de rotation, est-ce qu'on tourne lentement ou rapidement autour de l'autre, dépend avec la masse, ou varie avec la masse des galaxies. Une galaxie plus grosse tourne plus vite, moins vite, et compagnie. Donc, elle a étudié la question, et elle est arrivée avec une relation qui commence ici. Un graphique, on s'en fait pas, je vais bien vous l'expliquer. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une galaxie au centre, qui est ici. Donc, ça, c'est notre galaxie principale, de laquelle on va mesurer la vitesse de rotation. Donc, à quel point elle tourne vite. Quand on est, imaginez un tour de disque, pour voir le match. Les plus jeunes, vous ne savez pas c'est quoi un tour de disque, là, mais pas très grave. Même moi, c'est à peine de ma génération. Donc, au centre, on ne tourne pas. Le centre du tourne-disque, il ne tourne pas, il est stable, il est sur lui-même, un peu comme la ballerine, là. La tête, la ballerine ne tourne pas. Donc, au centre, la vitesse de rotation de la galaxie est 0. C'est ce que vous avez ici. À mesure qu'on s'éloigne du centre de la galaxie, il y a de plus en plus de masse. Et comme je vous disais, la masse cause la rotation. Donc, on tourne de plus en plus rapidement à mesure qu'on s'éloigne, et notre galaxie, plus on va loin, plus elle tourne vite. Mais à un certain moment, la quantité de matière commence à diminuer. Donc, la rotation de plus en plus rapide, c'est la ligne qui monte, vous voyez. Donc, la vitesse de rotation de plus en plus rapide. Nous, on entend un pic, et ensuite, il n'y a plus de masse. Donc, je vous disais, si la masse cause la rotation, quand il commence à avoir de moins en moins de masse, on commence à avoir de moins en moins de rotation, et on tourne de plus en plus lentement. D'où la chute que vous voyez après. Donc, la vitesse de rotation est nulle au centre, elle augmente parce qu'il y a de plus en plus de masse, donc c'est toutes les étoiles de la galaxie, mais quand la galaxie est comme presque finie, là, on arrive au bord de la galaxie, bien, il n'y a plus assez de masse pour maintenir cette rotation-là, donc la vitesse chute. Pas la vitesse angulaire. On parle de la vitesse de rotation angulaire, mais on ne parle pas de la vitesse en radian, on parle de la vitesse en mètres par seconde, ou dans ce cas-ci en kilomètres par seconde, une petite distinction, là. Mais ce qui est important dans ce cas-ci, c'est vraiment le fait qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de masse, on ne peut plus faire tourner la galaxie. Donc, Vera, elle est arrivée à ces résultats-là en considérant les données de Newton. Donc, la théorie de Newton de la gravité. Prendre la théorie d'Einstein, ça n'aurait absolument rien changé. Ça change juste quelque chose quand on est dans des cas très, très, très massifs. Et là, elle s'est dit, OK, on va faire l'expérience. Donc, ça, c'est la théorie. On va prendre la mesure. Donc, elle est allée chercher plein de galaxies, elle est allée mesurer la vitesse de rotation avec une technique qui s'appelle la spectroscopie. Si jamais ça vous intéresse vers la fin, vous pouvez vous en jaser. Pour le moment, on va sauter le comment, les détails. Mais elle a mesuré la vitesse de rotation des galaxies. Donc ici, vous avez la courbe en rouge. Rappelez-vous, c'est le résultat qu'on s'attendait. Et ce qu'elle a trouvé, c'est la courbe verte. Wow!
Là, elle a vu ça, là, puis elle s'est dit, bon, ben, je vais recommencer, je me suis vraiment planté. Donc, elle a fait pour plusieurs galaxies différentes, et c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que quand on s'éloigne de la galaxie continue à tourner vraiment rapidement. Pourtant, il n'y avait plus de masse pour la faire tourner. Il y avait quelque chose de bizarre, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'est comme si il y avait plein de matière invisible à l'extérieur de la galaxie. Et c'est ça, la matière sombre. Vous l'avez là. C'est de la matière qu'on n'arrive pas à voir, donc qui nous semble invisible, mais quand on utilise les lois de la gravité pour décrire un mouvement, on nous dit, bien, ça prendrait cette masse-là. Elle a l'air d'être là, mais on ne l'a pas. Elle est invisible. C'est vraiment mystérieux parce que, d'habitude, on dit, bien, on devrait le voir, cette matière-là. Et Verhoeven, elle a cherché longtemps cette matière-là, on ne l'a jamais vue. Et elle a fait le test avec plein de galaxies, et on ne l'a jamais vue. Mais ce n'était pas la première fois dans l'histoire que ce problème-là arrivait. En fait, on s'est rendu compte avec le temps que notre ami Fritz Zwicky, le troisième scientifique dont je vais vous parler aujourd'hui, avait prédit ce matin-là. Fritz, c'est un personnage incroyable. OK, là? Des fois, vous voyez des gens comme ça qui sont excentriques, là, qui ont des idées un peu partout. Vous avez l'exemple numéro 1 chez Fritz, c'est un scientifique autrichien qui travaillait aux États-Unis. Et lui, là, c'était vraiment, je vais utiliser le mot, un crackpot. Dans le sens que des idées, il y en a eu une tonne, il a dit plein d'affaires, et il a été révolutionnaire, avant-gardiste, dans plein de domaines. Les trous noirs, les étoiles à neutrons, les supernovas, la matière sombre. Lui, il a tout vu ça dans les années 1930, quand personne n'en parlait, puis tout le monde s'est rendu compte dans les années 70 que ces idées étaient bonnes. Là, c'est incroyable, vous allez me dire c'est un génie. Ok, oui, mais il faut prendre avec un grain de sel. Parce que des idées, Fritz Zwicky, il y en avait une tonne. Et donc, on parle des idées aujourd'hui beaucoup, des idées qui ont réussi. Mais pour chaque idée qui a réussi, il a dit 10 affaires qui n'avaient pas rapport. Donc, il essayait vraiment beaucoup de choses. Et c'était ça qui était incroyable, c'est qu'il y avait vraiment une très grande originalité. Il essayait d'expliquer les choses avec des trucs bizarres. Il y a eu une couple qui ont marché, mais lui, il ne pouvait pas savoir si ça allait marcher ou pas à son époque. Donc, c'est juste beaucoup plus tard qu'il s'est rendu compte que ça marchait. On a oublié, évidemment, les 90 autres théories qu'il avait, qui étaient un peu bizarres. Donc, c'est ça qu'il y a le temps. Et c'est pour ça qu'on attribue vraiment la découverte de la matière sombre à Vera Rubin, qui, elle, avait une théorie solide et un truc qui était sûr, alors que Zwicky, c'était un peu bizarre. Donc, je vous explique Zwicky ce qu'il avait. Zwicky ne s'intéressait pas aux galaxies toutes seules, il s'intéressait aux amants des galaxies. Les amants des galaxies, c'est des groupes de galaxies qui se tiennent ensemble par la gravité. Donc, comme je vous ai dit, les galaxies se tiennent ensemble. Tantôt, on a vu les interactions quand on a deux galaxies qui collisionnent. Mais si au lieu d'en avoir deux, on en a des centaines, ou voire des milliers de galaxies, comme dans l'amas du Kourman, bien, ces galaxies-là, ils tournent les unes autour des autres. C'est comme une espèce de danse en ligne. Là. Tout le monde danse ensemble. Donc, c'est situé à 230 millions d'années-lumière d'ici. Et lui, il s'est intéressé à voir comment ces galaxies-là, ils bougeaient les unes autour des autres. Et évidemment, son image ressemblait à ça. Donc, vous vous rendez compte qu'à l'époque, dans 1930, la qualité des télescopes et des photos qu'on était capable de prendre n'a rien à voir avec ce qu'on est capable aujourd'hui. Donc, on comprend que ces idées sont un peu difficiles à faire accepter quand on travaille avec ce genre de données-là. Imaginez le travail. Donc, ce qu'il a fait, c'est que dans cette image, il est allé chercher chacune, évidemment, ça c'est une version moderne, je n'ai pas trouvé sa version originale, il est allé chercher chacune des images et il est allé sélectionner et se demander est-ce que c'est une galaxie ou est-ce que c'est une étoile, l'objet. Et donc là, il les a regardées attentivement, l'une, chacune. Il y a toutes sortes de techniques pour savoir est-ce que c'est une galaxie ou une étoile. Et il a compté toutes les galaxies qu'il voyait dans l'amas. Une fois qu'il avait la liste de toutes ces galaxies dans l'amas, il a calculé leur masse, donc le poids qu'elles avaient. Et une fois qu'elle avait le poids, bien rappelez-vous, Newton nous dit que la gravité égale le mouvement. Donc, en sachant la masse totale des galaxies, il pouvait prévoir comment ces galaxies-là allaient bouger. Et il s'est dit, ben, je vais l'essayer. Il l'a fait. Et il est arrivé à la conclusion que les galaxies devaient tourner les unes autour des autres, donc tout comme ça, là, à peu près 80 km par seconde. C'était quand même une bonne vitesse. On s'entend, si on pouvait aller à 80 km par seconde, ça serait pas loin, pas long de venir à l'Atlantique. Hein. Vraiment, 3-4 secondes, on serait rendu pour la plupart d'entre nous. Donc, il a fait ce calcul-là. Mais là, il s'est dit, ben, je peux ne pas juste faire le calcul, je peux aller vérifier, un peu comme Vera avait fait juste avant. Rappelez-vous, Vera, c'est la rotation. Elle avait
fait un plan, selon la gravité, de ce que la rotation devrait être, puis ensuite elle est allée le mesurer. Wiki a fait la même chose. On fait un plan, qu'est-ce que la gravité nous prédit, et c'est souvent ça qu'on fait en astronomie. On fait d'abord une prédiction, hypothèse, on dit que ça devrait tourner à cette vitesse-là, et ensuite on va vérifier. Qu'est-ce que vous pensiez d'arriver? Il s'est trompé, il est tombé de boum! Donc les galaxies, en fait, ils tournent vraiment beaucoup plus vite qu'ils pensaient. Ils tournent à peu près à 1000 km par seconde les unes autour de l'autre. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide, on se rend compte. Là. Donc lui, évidemment, il s'est dit, ben, OK, mais donc ça avait été 2 fois, 3 fois plus rapide. Ça aurait pu être une erreur de calcul. On fait des fois, on va pas vite, ou une galaxie que je n'ai pas vue, je me suis trompé. Mais là, c'est une énorme différence. C'est vraiment très grand, cette différence-là. Ça ne peut pas être juste une petite erreur. Il doit manquer de la masse. Il manque des choses pour faire de la gravité, tout comme Vera est arrivé à cette conclusion. Et c'est lui qui est arrivé, en fait, avec l'idée, ou le nom matière sombre, il a dit, dans cet amas-là, il y a une matière sombre qui cause la rotation. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est de la matière sombre. Comme je vous disais, c'est pas lui qui a mérité finalement le titre de la personne qui a découvert la matière sombre, parce que ses calculs avaient plein de problèmes et compagnie, et finalement il ne savait pas vraiment, il a fait beaucoup d'erreurs, et c'était pas très sûr, alors que dans le cas de l'erreur, c'était vraiment très certain ce qu'on a fait. On s'entend, les années 30 versus les années 70, les télescopes sont beaucoup améliorés entre les deux. Donc, on a deux mystères, on a deux problèmes qui ont en fait, deux indices qui ont le même qui ont l'espèce de même idée. On a la rotation des galaxies sur elles-mêmes, comme les ballerines, et on a la danse des grands groupes de galaxies qui interagissent ensemble. Et les deux nous disent, il y a un problème, il manque de la masse. Et là, avec le temps, on s'est amélioré, et on a eu des mesures plus précises de ces vitesses-là, et on s'est rendu compte qu'en fait, il en manque vraiment beaucoup de la masse. Il y a 5 fois plus de matière sombre que de matière normale. Ça veut dire que pour chaque vous et moi qui est ici, il y a 5 versions de nous qui sont en fait de la matière sombre. Ou 5 fois notre masse qui est de la matière sombre. Même chose pour les étoiles, même chose pour les planètes, même chose pour en fait toutes les galaxies. Pour chaque chose qu'on est capable de voir, qu'on appelle de la matière normale, des protons, des neutrons, vous, moi, machin, il y a 5 fois plus qui est de la matière invisible. Ou pour le mettre, c'est la même chose, mais différemment, il y a seulement 15% de la matière dans l'univers qu'on est capable de voir. Le reste, c'est invisible. C'est là comme on le sait, parce qu'on est capable de voir l'effet sur la rotation, mais on ne le voit pas. Et là, ça, c'est problématique. Qu'est-ce que c'est que cette matière-là? Une matière mystérieuse. Parce que là, on ne va pas juste se dire, ah oui, ça existe, c'est ça. Non, on va essayer de trouver une source. Et là, on va être extrêmement méthodique. On va d'abord faire la liste de qu'est-ce que ça prend pour pouvoir être de la matière sombre. Pour être de la matière sombre, il faut ne pas réagir avec la matière normale, il faut ne pas émettre de lumière, et il faut être très lourd. C'est des grandes idées. Très lourd parce qu'on cause beaucoup de gravité, ne pas émettre de matière, de lumière parce qu'on ne le voit pas, du côté sombre, c'est invisible. Et finalement, ne pas interagir, parce que sinon, on l'aurait déjà trouvé s'il y en avait. Il y en a autour de la Terre. Là. Si on ne l'a pas vu, c'est parce que ça n'interagit pas beaucoup avec nous. Donc, on est parti et on a fait une liste de toutes les possibilités. Qu'est-ce que ça peut être que cette matière sombre-là? On a commencé par les choses les plus probables ou les choses les plus normales. Ça, c'est dans les années à peu près 1985. Les choses les plus normales, les choses les plus classiques. Et notre liste commençait par là, et ça allait vers les choses bizarres. Tu sais, les affaires un peu flyées qu'on entendrait dans un truc de Star Trek. C'est ça qu'on a fait. On a dit, on va commencer par vérifier ce qui est plausible, puis on va laisser Star Trek pour le fond de la liste. La première chose qu'on s'est dit, c'est est-ce que ça peut être du gaz et de la poussière, tout simplement? Donc, on sait qu'il y a de la poussière, il y en a plein chez nous, il y en a plein dans la galaxie. Est-ce que ça se peut que ça soit ça? Du gaz et de la poussière qui serait là. Beaucoup plus de gaz et de poussière qu'on pensait, et ça causerait cette gravité-là. C'est la première hypothèse, mais elle a été rapidement enlevée. Pourquoi? Parce que la poussière, on a un problème, c'est qu'elle bloque la lumière. Même chose pour le gaz. Donc, si vous avez une image, un zoom dans une région proche du champ de notre galaxie, en arrière, vous voyez qu'il y a plein d'étoiles. C'est comme un tapis continu d'étoiles. Et vous voyez cette espèce de voile qui est devant. C'est du gaz qui bloque la lumière. Donc, si la matière sombre, c'était du gaz, on ne serait pas capable de voir les autres galaxies. Parce que notre propre galaxie, elle vit dans un nuage de matière sombre. Ça bloquerait toute la vue.
mais pourtant on les voit toutes les autres galaxies. Donc ça ne peut pas être de la poussière. Vous avez un autre exemple ici, avec la nébuleuse du cheval, vraiment très belle. Vous voyez, là, si on voit la nébuleuse, c'est parce qu'elle bloque la lumière plus rosée qu'on peut voir en ce moment, là, qui arrive d'en arrière. Donc ça ne peut pas être du gaz, c'est parce que le gaz et la poussière, ça bloque la lumière. On est passé au prochain point sur la liste. Ça se fait que ce soit des planètes et de la matière rocheuse. Parce que l'avantage, c'est que le gaz, c'est très diffus. C'est comme l'oxygène, il y en a partout. Alors que les planètes, c'est des petits points. Donc, est-ce que ça se peut que ça soit ces petits points-là? Eux autres, ils pouvaient ne pas bloquer complètement notre vue, tout en expliquant cette matière-là. Nous, on recherche cette matière-là parce que cette matière-là expliquerait pourquoi les galaxies tournent aussi vite, à la fois les unes autour des autres et autour d'elles-mêmes. Donc, cette hypothèse-là, on l'a vérifié, mais il y avait un problème, encore une fois. Cette hypothèse-là, c'est le problème des éclipses partielles, ou des transits, en fait, c'est le terme technique. Ces petits objets-là, de temps en temps, il y en aurait un qui passerait devant une étoile. Quand il passe devant une étoile, l'étoile, elle brille avec une certaine force. On appelle ça des magnitudes. Donc, on met un chiffre sur cette brillance-là. Quand la petite étoile, quand la petite planète passerait devant cette étoile-là, elle brillerait moins fort parce qu'une partie qui serait cachée. Et donc, pendant un court laps de temps, que vous voyez ici, l'étoile serait moins brillante le temps que la planète passe devant, et après ça, hop, ça deviendrait plus brillant. Entre autres, c'est comme ça qu'on trouve les exoplanètes, soit les planètes autour d'autres étoiles. C'est une des méthodes les plus populaires de nos jours. Donc, on s'est dit, si on a plein de planètes et d'astéroïdes partout dans l'univers, quand on regarde une étoile particulière, de temps en temps, il y a quelque chose qui va passer en avant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit? Le problème, c'est non, on ne le voit pas. Donc, si vous avez une image, un petit vidéo qui vous montre à peu près l'effet, donc vous voyez, quand la planète passe devant l'étoile, la luminosité de l'étoile descend, elle est moins brillante. On se demandait, est-ce que c'est possible qu'on voit ça? Et ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas de temps en temps des choses passées, là, mais il faudrait que ça soit tellement commun si c'était ça, la matière sombre, parce que rappelez-vous, il y a 5 fois plus de matière sombre que de matière normale. Donc, pour chaque planète de notre système solaire, il faudrait qu'il y ait 5 planètes pareilles qui se promènent dans l'univers. Et ça ne compte pas la masse du Soleil, qui est comme des centaines de fois la masse de toutes les planètes ensemble. Donc, on a ce problème-là, ça ne peut pas être des planètes. On continue dans notre liste des choses bizarres, et on commence à arriver avec des choses vraiment bizarres. Les trous noirs. Donc, on se dit, ben, matière sombre, trou noir, au moins ça se ressemble comme mot, peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Peut-être parce qu'ils sont tout petits, les trous noirs. Donc, ils sont assez petits, ils sont tellement lourds. Rappelez-vous, c'est les objets les plus lourds de l'univers, les plus denses. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de trous noirs pour faire une grande masse. Donc là, c'est pas grave si on n'en voit pas plein, c'est peut-être que l'univers est plein de trous noirs, puis on ne le sait pas. En plus, ils ont un gros avantage d'être noirs, les trous noirs. Donc on les verrait pas. Par contre, c'est pas les trous noirs non plus, parce que selon la théorie d'Einstein, et c'est là qu'il devient important dans la théorie d'Einstein, les trous noirs, ils déforment la lumière autour d'eux. Donc, évidemment, la lumière qui tombe directement dans le trou noir, elle est finie, bon, est enterrée, elle est coincée pour toujours dans le trou noir. La lumière qui passe proche du trou noir, mais qui ne tombe pas dedans, elle est déformée. Ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Vous savez, parce que c'est la gravité qui cause. Donc, cette lentille-là, ça déforme toute la lumière autour. Et cet effet-là, il est visible, on peut se rendre compte. Vous voyez ici, c'est une simulation de ce qu'on verrait s'il y avait un trou noir qui passerait dans le ciel. Vous voyez, c'est une espèce de grande déformation. Ah oui, mon animation marche. Donc, cette espèce de déformation-là, on la voit pas quand on est l'univers. Donc, c'est probablement pas ça non plus dans la matière sombre. Là, on commence à épuiser notre liste. On commence à arriver dans les affaires dignes de Star Trek. On va essayer l'antimatière. Donc, autre chose que vous avez peut-être déjà entendu parler, matière sombre, antimatière, peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Est-ce que c'est possible que ce soit de l'antimatière qui est un peu partout dans l'univers? Et c'est ça qui expliquerait qu'il y aurait 5 fois plus d'antimatière que de matière pour une raison XY. Et ça expliquerait la rotation de ces galaxies-là. Qu'est-ce que vous pensez que c'était? C'est ça? Problème non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a un gros problème avec l'antimatière. L'antimatière, elle déteste la matière. Donc, quand la matière et l'antimatière se touchent, ça explose. Ça crée une annihilation de la matière.
Et tout ça s'est transformé en énergie, en photons, en lumière. Et donc là, si la matière sombre c'était de l'antimatière, il y aurait des explosions partout dans l'univers, tout le temps. À chaque fois qu'un petit bout de matière, un petit bout d'antimatière se toucherait, grosse explosion, et on la verrait, l'explosion. En fait, on serait pas mal en danger, là, et pas mal sûr que la Terre exploserait assez rapidement si c'était le cas. Donc ça ne peut pas être d'antimatière, parce qu'elle exploserait avec tout ce qu'elle touche. Là, on commence vraiment à être tanné, là. Notre liste est vraiment rendue au fond de la liste de nos dernières options. La physique des particules. Les particules étranges. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est des petits constituants de la matière, comme les électrons, les protons, des petites particules comme ça, mais étranges, qu'on ne connaîtrait pas encore. Vous avez peut-être entendu parler, tout dernièrement, en fait, avant-hier, il y a une grosse nouvelle sur les neutrinos. Donc, les neutrinos, c'est un bel exemple d'une drôle de matière. C'est des microparticules, c'est les particules parmi les plus petites qu'on connaît. Il y en a des milliards et des milliards qui traversent notre corps à chaque seconde. Donc, il y en a partout dans l'univers. Est-ce que ça va être plus des neutrinos? Ça a été longtemps une belle possibilité, mais on s'est rendu compte que les neutrinos, il y a un problème. C'est que c'est probablement la particule la moins massive, donc la moins lourde de l'univers. Leur masse est tellement faible que ça ne peut pas être ça. Il faudrait tellement plus de neutrinos. On sait à peu près combien, maintenant, on a dit pas. Ça ne prendrait pas 10 milliards de neutrinos, ça prendrait 200 billions de milliards, mettez le chiffre que vous voulez, là, mais ça n'aurait aucun rapport, elles ne sont pas assez lourdes. Donc elles ne peuvent pas causer autant de gravité. Ces neutrinos-là. Mais ça va être quelque chose dans le style du neutrino. On parle d'addition, on parle de secteur caché, on parle de. Il y a plein de mots comme ça, là, un petit peu particuliers, là, pour décrire ces particules-là. Et en ce moment, c'est ce qui est le plus probable. Donc, vous voyez ici des images, comment on va venir essayer de trouver ces particules-là. Malheureusement, nous, les astrophysiciens, on a perdu la guerre contre la matière sombre. Ce n'est pas nous qui allons trouver, c'est probablement eux. Dans le sens que c'est rendu dans des laboratoires de physique nucléaire et atomique qu'on va essayer de trouver. Vous avez ici un exemple du slow lab. Donc ça, c'est en Ontario, dans une vieille mine. On installe des détecteurs super sensibles, vraiment au fond de la mine, pour être sûr qu'il n'y a aucune contamination. On essaie de trouver ces microparticules-là, parce qu'on sait qu'il y en a partout autour de nous. Il y en a partout autour de la Terre, mais on n'en a jamais vu. Donc, ils interagissent très peu avec la matière normale. Le détecteur il est fait de matière normale. Mais une fois de temps en temps, peut-être une fois sur 50 milliards, peut-être qu'ils vont faire quelque chose ensemble. Et on aimerait trouver ces une fois sur 50 milliards-là pour comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, en ce moment, on a à peu près plus de 30 expériences à travers le monde qui essaient de trouver ces particules-là. Donc, ici, vous avez plein de noms vraiment drôles. Dama Libra, vous avez Edelweiss, vous connaissez la tour. Deep, Dark Side, donc plein de noms comme ça, là, un peu sci-fi, pour essayer de trouver cette matière sombre-là. Et ça, c'est tout en cours en ce moment. Et on essaye de la trouver, mais à chaque fois qu'on a fait des expériences, on se rend compte, ah non, c'était pas ça. Ça va être encore plus petit, ça va être encore plus rare, ça va être encore plus difficile. Et là, de ces 30 expériences, on commence à s'approcher de la limite de hey, va-tu falloir trouver une autre idée? Puis le problème, c'est que ça, c'est la dernière chose sur notre liste. On n'en a pas d'autres idées. Donc, si c'est pas ça, il va falloir qu'on retourne à la table à dessin et qu'on se pose des grosses questions. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'expérience là-dessus, beaucoup d'emphase, parce qu'on veut la trouver, cette matière-là. En conclusion, parce qu'on arrive à la fin, on peut poser probablement quelques questions. Ils vont me taper sur les doigts si je suis trop en retard. Donc, l'idée centrale que je voulais vous présenter, c'est vraiment la maîtresse de l'univers, celle qui contrôle tout, c'est la gravité. C'est elle qui fait bouger les galaxies, c'est elle qui forme les étoiles, c'est elle qui permet la formation des planètes, c'est elle qui fait tourner tout ça. C'est vraiment la force la plus importante qui existe dans l'univers. Mais cette force-là, la plus importante, est dominée par un truc qu'on ne comprend pas. 5/6 de toute la matière, donc de toute la source de gravité, c'est de la matière qu'on n'a aucune idée c'est quoi, on a essayé plein de choses, puis on n'a pas trouvé. Pour le moment, ici, l'image que vous avez, c'est une simulation numérique avec la matière sombre. Ça cause des espèces de filaments, là, tout ce qui est mauve, vous voyez, ça c'est de la matière sombre. C'est ça qui unit les gravités entre elles, les galaxies entre elles, et pourtant, on ne sait pas c'est quoi. Et on cherche cette matière-là depuis plus de 35 ans, mais on ne l'a pas encore trouvée. Et c'est vraiment un peu étonnant de finir une présentation sur l'idée de finalement la matière sombre, je ne sais pas c'est quoi. Mais au moins, je peux me dire, je ne sais pas c'est quoi, il n'y a personne au monde qui sait quoi. Donc, j'aimerais vous remercier beaucoup. Et si vous avez des questions, ça sera le temps.
effectivement, on a environ une dizaine de minutes pour prendre des questions. Mais ça te dérange pas, je commencerai par une première question. Ah oui? Il y avait le mot macho dans ta présentation. Je sais qu'on oui. est en 2018, je ne sais pas s'il y a eu. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous en parler. Macho, c'est un acronyme, tout simplement, le Massive. Je ne me rappelle plus de l'acronyme. Massive Astronomical Compact Halo Object. Voilà, donc un objet. Un objet massif, donc très lourd, compact, qui est dense, qui est dans le halo, si vous êtes à l'extérieur de la galaxie, qui est astronomique, donc qui est à l'extérieur, puis un haut objet. Donc c'était la première idée. Après, il y a les WIMP, qui sont le contraire de macho, mais tout ça aussi, c'est Weakly Interacting Massive Particles, machin. Merci, bonne question. Au fond? Est-ce qu'on pourrait considérer que la matière qu'on cherche, ça serait en dehors des 3 dimensions qu'on connaît? Ça serait difficile pour des raisons là. Si c'est parce qu'elle agit sur les dimensions qu'on connaît. Donc, si elle est cachée dans une autre dimension, elle agirait probablement plus dans ces directions, dans ces dimensions invisibles-là. Pour le moment, on n'a pas trop d'indices à se dire sont où ces dimensions-là. Puis, les dimensions supplémentaires, ça reste extrêmement théorique. Donc, je vous disais que la liste était un nombre de crackpots. Donc, ça, c'est encore plus crackpot. Mais une très bonne question parce que peut-être, si jamais c'est pas ça, il va falloir considérer des choses comme ça, là, on n'aura pas le choix. C'est ça, avec monsieur ici. Dans le milieu de la galaxie, je suis si massif que Dans le milieu, en fait, c'est la galaxie, au centre de la plupart des galaxies, il y a ce qu'on appelle un trou noir supermassif. Donc, c'est un trou noir qui a une masse vraiment des millions, des milliards de fois la masse du Soleil. Mais c'est pas lui qui fait tourner la galaxie. En fait, c'est juste parce que les galaxies sont de plus en plus denses vers le centre. Donc, les étoiles sont de plus en plus rapprochées. Au centre, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, puis vers l'extérieur, il y en a de moins en moins. Donc, elle tourne vraiment, c'est juste parce qu'il y a vraiment beaucoup d'étoiles. Le trou noir en question, on a souvent l'impression qu'est-ce que c'est lui qui le fait tourner? Non, en fait, il est juste là parce que, un peu comme si vous avez un puits, ben, la plus grosse roche va se ramasser au fond du puits, ben, c'est la même chose qui arrive au trou noir, il se ramasse au centre parce que c'est OK, mais c'est pas lui qui fait tourner la galaxie. Oui? En fait, la matière noire, est-ce qu'on a... C'est quoi la distribution de la matière noire? Oui? Est-ce que c'est pas centré sur les galaxies, plutôt que entre les galaxies? Et est-ce qu'on n'a pas démontré pour ou enfin une hypothèse, là, qu'elle serait plutôt dans un volume sphérique autour de la galaxie, même si la galaxie est sur une place? Vous avez quand même assez raison, ça serait quand même assez. J'ai une image ici, je vais vous la montrer, c'est celle-là. Donc, ça, c'est une distribution à grande échelle, dans une simulation, évidemment, on n'est pas capable de faire ça encore dans l'univers. Donc, ça serait filamentaire, en fait, la distribution. Évidemment, ça serait comme une espèce de toile d'araignée qui unit les groupes de galaxies ensemble. Donc, les points lumineux que vous voyez, c'est des galaxies, vous voyez, qui sont comme connectées par la matière sombre. Et ça, c'est un truc que je ne vous ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais de ce qu'on comprend du Big Bang et de l'histoire de la formation des galaxies, ça prend de la matière sombre pour pouvoir avoir des galaxies aussi massives que celles qu'on voit aujourd'hui. Donc, là, je vous disais, c'est la gravité qui est la maîtresse. Donc, c'est la matière sombre, en quelque sorte, qui est la maîtresse. Et c'est grâce à la matière sombre que les galaxies sont capables de se former, évidemment, autour de ces halos. Donc, la distribution, ça varie beaucoup en fonction de est-ce qu'il y a eu des collisions ou des choses comme ça. Mais en général, là, oui, la matière sombre est proche des galaxies. Parce que la matière, c'est tendance, où est-ce qu'il y a de la matière? C'est la gravité. La matière s'attire. Elle serait principalement, en fait, c'est qu'elle est étendue sur toute la longueur de la galaxie, donc autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pas une espèce de beigne qu'il n'y en a pas à l'intérieur où il y a de la matière et il y en a juste à l'extérieur. Il faut qu'il y ait de la matière sombre à l'intérieur de la galaxie. On n'a pas le choix. Ici? Est-ce que la possibilité a été envisagée que la matière sombre n'existe juste pas et que la théorie de la gravitation complète serait peut-être à réaliser? Oui, évidemment. On pense quand même à tout. C'est le grand adversaire. C'est un grand ensemble de théories. Donc, ce que monsieur dit, c'est, finalement, on s'est rendu compte qu'il manque la matière selon la théorie de la gravité. Donc, là, la phrase, elle a comme deux éléments. Il manque la matière à cause de la gravité.
Il y a quelque chose, soit il manque de matière, soit il y a un problème avec la gravité, soit on ne comprend pas bien comment la gravité fonctionne. Ça, c'est une possibilité. Il y a tout un ensemble de théories qu'on appelle les théories MOND, donc les Modified, donc modifié, Newtonian Mechanics. Donc, ou, en d'autres mots, la mécanique de Newton modifiée, qui dirait on ne comprend pas bien la gravité, ni Newton ni Einstein, il y a d'autres choses. Mais chaque fois qu'on essaye ces théories-là, d'en trouver une nouvelle théorie de la gravité, on se retrouve avec plus de problèmes qu'on était parti au départ. Donc, en ce moment, c'est la rotation des galaxies, notre problème. Mais là, si on essaie de modifier pour que la rotation soit correcte, là, les galaxies sont plus capables de se former après le Big Bang. Ou les galaxies ne se tiennent plus ensemble. Ou ils s'effondrent trop rapidement sur elles-mêmes et il reste juste des trous noirs au centre. Donc, c'est un peu comme le problème avec changer la gravité, c'est qu'on se retrouve avec un jeu de. Vous connaissez, en anglais, ça s'appelle whack-a-mole. Donc, vous tapez là, pour essayer, il y a des petits bonhommes qui sortent là. Et chaque fois qu'on essaie de taper sur un problème, il y en a deux qui sortent ailleurs. À date, on en est là, mais c'est une possibilité que finalement, ce soit la gravité du problème et qu'on n'ait juste pas encore trouvé de bonnes solutions. Mais ça marche tellement bien la galaxie pour tout le reste qu'on est. En tout cas, je vous dirais que la majorité des scientifiques vont pousser vers il existe la matière sombre plutôt que la gravité. Mais en effet, belle remarque, les deux sont possibles. Tout le temps pour une autre question? Oui? Oui? Il y en a une en arrière pour te dire. Oui, en arrière, probablement. Je vois moins bien que C'était la même question. Ah, ok. Ou je vais en poser peut-être à quelqu'un qui n'a pas encore posé. C'est des gens qui... Oui, ici. Théoriquement, l'univers est en expansion. Oui. Dans le fond, les galaxies s'éloignent, c'est une nouvelle la matière. Puis comment ça joue dans la rotation, est-ce que ça ralentit? Pour une galaxie toute seule, ça ne joue pas vraiment. Parce que oui, l'univers est en expansion, mais il est en expansion à grande échelle. Donc, à l'échelle d'une galaxie, la gravité, finalement, combat cette expansion-là, et une galaxie n'est pas l'expansion elle-même. Donc, c'est vraiment l'expansion, c'est à très grande échelle. Ça, c'est l'autre éléphant dans la pièce dont je n'ai pas parlé. Je vous ai parlé de matière sombre pendant toute la présentation, mais j'aurais pu vous parler aussi d'énergie sombre, qui fait grossir l'univers en expansion. J'ai fait le choix de ne pas en parler parce que c'est un sujet complètement différent. Puis là-dessus, j'aurais pu faire un cours de 3 heures. Donc, ça n'arrêtait pas l'objectif. Et ça devient, quand on fait l'expansion de l'univers, l'énergie sombre, ça devient très mathématique vraiment rapidement. C'est vraiment pour le fun. Mais sachez qu'il y a une énergie qu'on appelle l'énergie sombre qui fait grossir l'univers au complet, mais qui, au niveau d'une galaxie ou d'un groupe de galaxies, n'a pas trop d'impact pour le moment. Donc la matière noire, c'est vertige justement la galaxie. Oui, on parle de vraiment une galaxie, un petit groupe de galaxies. Il y a un côté cosmologique à ce côté-là, mais pour que l'image dans un modèle cosmologique, je veux dire, pour l'ensemble de l'univers, quand je le regarde au complet, pour que ça fonctionne, il faut que j'ajoute une espèce un ingrédient de plus qui s'appelle l'énergie sombre pour pouvoir comprendre l'univers comme il fonctionne. Et toutes ces questions d'inflation, inflation rapide, surinflation, ça change. Oui, la première. Je suis ici. On n'a pas besoin, je vais être disponible ce soir si vous avez d'autres questions. On dit que sur une galaxie, l'énergie sombre c'est pas représentative, mais à l'échelle de l'univers, c'est peut-être ça qui est 5 fois plus pesant que tout le reste de la matière. C'est peut-être cette énergie-là qui est la pesanteur qu'on cherche, qui est la masse qu'on cherche. Ça aurait peut-être une option, mais pour le moment, on pense que c'est vraiment deux choses assez séparées. Je vais expliquer pourquoi. L'énergie, cette fameuse énergie sombre-là, c'est une énergie qui est répulsive, en quelque sorte. Donc, elle éloigne les galaxies les unes des autres, alors que la gravité, c'est une force attractive. Les choses s'attirent les unes des autres. Pour qu'une galaxie tourne plus rapidement, ça prend une force attractive. En fait, si on met la force qui répulsive, la galaxie va tourner moins vite, je suis presque sûr de ça, je vais ça assez rapidement, mais on va tourner moins vite si on avait une force répulsive comme l'énergie sombre. Donc, ça prend une espèce d'équilibre des deux. Parce qu'en effet, si on avait juste la matière sombre, on aurait trop d'attraction. Si on avait juste l'énergie sombre, on aurait trop d'expansion. Et ça prend une espèce d'équilibre particulier qu'on pense avoir trouvé sans comprendre ni la matière sombre, ni l'énergie sombre. On a quand même une bonne idée de c'est quoi le ratio entre les deux, énergie sombre, matière normale.
Et c'est assez particulier. Là. On fait beaucoup de choses sur un truc qu'au fond, on sait aucunement c'est quoi. Donc, merci beaucoup d'avoir été ici. Je vais être disponible pendant la soirée si vous voulez observer, si vous avez des questions et tout ça. Comme mon collègue Guillaume vous l'a dit, moi je suis plutôt un théoricien qu'un observateur, donc demandez-moi pas de vous pointer quelque chose au ciel, ça. Vous avez des experts là-dessus. Pour moi, demandez-moi comment ça marche plutôt de c'est où. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian.